Bonjour à toutes et à tous. On commence la deuxième leçon relative au modèle VAR. OK. Je rappelle que durant la première séance, nous avons essayé de modéliser le comportement des séries temporelles du CAC 40 et du DAX allemand. Et en particulier, nous avons essayé de tester leur stationnarité. Et pour cela, nous avions mobilisé le test de Dickey-Fowler augmenté et nous avons pu mettre en évidence que les deux séries temporelles comportent dans leur structure une racine unitaire que nous avions éliminée en faisant appel au filtre de différence première. Et à présent, nous disposons de ces séries temporelles sous leur forme stationnaire, ça veut dire sous leur forme différenciée, qu'on appelle en finance les rendements, parce qu'un rendement n'est que la différence première de la série temporelle des prix. Et donc, dans la continuité de ce que nous avons vu, nous proposons aujourd'hui de faire appel à la modélisation VAR afin d'analyser les relations pouvant exister entre les deux variables qui nous intéressent aujourd'hui, ça veut dire le CAC et le DAX, et naturellement, en rendant hommage, bien entendu, à M. Christopher Sims qui a développé la modélisation VAR. Je commencerai par présenter une relation simple liant une variable y à une variable x. Et si je veux traduire la relation éventuelle pouvant exister entre ces deux variables, je ferai appel à une régression linéaire et donc j'exprimerai yt comme étant égal à une constante alpha et un coefficient bêta qui lie, c'est le coefficient de corrélation entre la variable xt et la variable yt, plus un résidu que je vais appeler epsilon t. Donc ça, si vous voulez, c'est une régression linéaire simple qu'on utilise souvent en économétrie pour analyser la relation entre une variable x et une variable yt. Malgré tout l'attrait qu'a cette formulation, qu'a cette spécification, il souffre d'un défaut majeur qui provient de son caractère statique. Qu'est-ce que ça veut dire le caractère statique? Ça veut dire cette formulation, cette régression linéaire ne prend pas en compte la possibilité d'une dynamique qui peut exister éventuellement dans la relation entre ces deux variables x, y. Que veut dire le terme dynamique? Pour l'appréhender, supposons qu'un choc soit suivi par la variable xt, et on va se poser la question suivante, très simple. Quel est le délai de transmission de ce choc de la variable xt vers la variable yt? Et donc, lorsque je parle du choc, de son délai de transmission, il faut impérativement, de l'analyse de la relation entre x et y, d'intégrer la notion de retard de la réponse de la variable yt à un choc suivi par une variable xt. Et donc, vous avez le choc, vous avez le délai de transmission, et donc vous avez le retard. Et cette notion de retard fait intervenir la dimension temporelle de la relation entre deux variables quelconques. Et donc, on parle de dynamique. C'est un dépassement du cadre statistique tel que formulé par cette régression linéaire. Je vous donne un exemple. Par exemple, le lien, si on veut analyser le lien entre la croissance du PIB et le taux de chômage, ce qui est communément appelé, connu en macroéconomie comme la loi de Kuhn, ou bien la relation entre l'inflation et le chômage, ce qui est communément appelé en macro la courbe de Phillips, ou bien le lien entre la masse monétaire et l'inflation, c'est l'approche
monétariste de l'inflation. Donc, ce sont des liens très analysés en macroéconomie. Et la question qui se pose est la suivante. Ça veut dire, au bout de combien de temps, lorsqu'il y a une croissance du PIB, on va assister à une diminution du chiffre de chômage? Ça veut dire, ce n'est pas instantané. Il ne suffit pas d'avoir une croissance du PIB ce trimestre pour que instantanément le taux de chômage va reculer. Donc, il y a des chefs d'entreprise qui vont changer d'anticipation, les anticipations vont passer d'un caractère pessimiste à un caractère optimiste compte tenu du retour de la croissance. Ils vont faire leur compte et peut-être ils vont décider de recruter de nouveaux salariés et par conséquent, le taux de chômage va baisser. Donc, si vous voulez, dans l'absolu, ou ce qu'on appelle en économie très à long terme, il y a un lien entre la croissance des PIB et le chômage, mais on ne peut pas évaluer avec précision quand est-ce qu'un choc positif sur le PIB va se transmettre au marché du travail et donc va se traduire par une diminution du chiffre de chômage. De même, l'augmentation de la masse monétaire, on sait que finira toujours un jour par provoquer des tensions inflationnistes. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est le délai. Il suffit de voir les politiques monétaires menées depuis la crise du subprime 2007-2008. On a inondé l'économie de masse monétaire et pourtant, l'inflation n'est pas revenue et actuellement, il y a des poussées inflationnistes à cause des prix d'énergie, mais c'est de nature transitoire. Toujours est-il que, supposons que l'hypothèse est vraie et que la construction théorique est vraie, ce n'est pas instantané. Il ne suffit pas d'augmenter la masse monétaire aujourd'hui pour provoquer une augmentation de l'inflation de façon immédiate. D'abord, il y a un choc sur la masse monétaire qui est une augmentation et ce choc va se transmettre de la masse monétaire vers les prix et à un certain moment, au bout d'un certain délai, une année, 2, 3 trimestres, 6 trimestres, que sais-je, il faut l'estimer, on va avoir apparition de l'inflation. Et donc, si vous voulez, ce délai de transmission de choc d'une variable X à variable Y nous a incité à proposer une modélisation dynamique de la relation pouvant exister en variable. Et donc, on va mobiliser les retards respectifs parce qu'il y a toujours un délai, il y a un retard de la réponse d'une variable à la suite d'un choc provenant d'une autre variable avec laquelle elle est éventuellement liée au sein d'un système économique. Et si je reviens à notre étude de cas aujourd'hui, c'est-à-dire le lien entre le DAX allemand et le CAC 40, nous avons pu différencier les deux variables pour éliminer leur non-stationnarité qui provenait de la présence d'une racine unitaire. Et donc, supposons qu'on se propose d'estimer la relation entre ces deux variables actuellement stationnaires, ça veut dire qu'on aura la différence première du CAC qui est égale à alpha plus bêta qui multiplie la différence première du DAX plus un résidu. Et encore une fois, on va poser la même question. Quel est le délai de transmission d'un choc de la variable DAX en différence première vers la variable CAC en différence première? Donc, il y a toujours cette notion de choc et de délai de transmission et d'apparition de la réponse au niveau d'une autre variable. Et si vous voulez, cette réflexion, cette remarque comment dirais-je, la notion de temps, la notion de retard, la notion de délai de transmission, de délai de réponse à la suite d'un choc, c'était la réflexion de base qui a animé beaucoup d'auteurs et beaucoup d'économètres et qui a permis, in fine, l'émergence du modèle vecteur autorégressif qui a été introduit par le prix Nobel Christopher Sims en 1980. Et donc, si vous voulez, si l'on veut analyser de façon pertinente et prendre le caractère dynamique de la relation pouvant exister entre deux ou plusieurs variables,
nous devons faire appel au modèle vecteur autorégressif, modèle VAR en français, qui n'est qu'une généralisation des modèles autorégressifs que nous avons vus dans le cadre univarié. Donc, c'est une généralisation multivariée de modèles autorégressifs univariés qui va permettre la modélisation des relations causales, dynamiques entre les variables, leur sens et leur temporalité. Ça veut dire la relation causale, elle est de caractère dynamique, ça veut dire vous avez le choc sur une variable à l'instant t, il va provoquer une réponse à l'instant t plus 1, ou t plus 2, t plus n, t plus h. Donc, il y a un caractère dynamique de cette relation. Et puis, il y a un sens, ça veut dire cette relation causale, elle est toujours, il y a une variable qui est choquée, une variable qui va répondre à ce choc, et il y a une temporalité, ça veut dire il y a un horizon temporel pour que cette relation causale soit en mesure de s'exprimer. Par conséquent, la modélisation VAR, telle que présentée, permet de connaître et d'identifier les mécanismes de transmission de choc entre plusieurs variables d'un système, et dans notre cas, système économique. Et en particulier, on va être en mesure, grâce à la modélisation VAR, d'identifier les délais de transmission d'un choc et de mesurer les impacts de ces chocs sur les variables du système, sur les variables du système VAR, du modèle VAR, et on va parler de réaction, on va parler de réponse. Alors, je disais que le point de départ, c'est quand même, dans le cadre univarié, ce sont les processus auto-régressifs, et là, j'ai l'expression d'un processus AR d'ordre P, donc, qui consiste à exprimer, à régresser une variable YT par rapport à ses valeurs retardées d'une période T-1, de deux périodes T-2, de trois périodes T-3 jusqu'au retard P. Et donc, je vais l'exprimer en fonction de ses propres retards et de le terme auto-régressif, c'est une régression d'une variable par rapport à ses propres retards. Et naturellement, j'ai une constante et j'ai un résidu qui est supposé être un bruit blanc. Maintenant, si je veux passer d'un modèle AR d'ordre P vers un modèle vectoriel AR d'ordre P, il ne s'agit plus d'une seule variable, nous ne situons plus dans le cadre univarié, mais dans un cadre multivarié. Et donc, au lieu de travailler que sur une seule variable, on va travailler sur plusieurs variables. Et en l'occurrence, ici, nous avons K variables. Et donc, si vous voulez, la structure va garder l'esprit du processus autorégressif d'ordre P, parce qu'on voit bien ici qu'il y a le retard P. Donc, nous avons cette quantité YT qui est régressée sur cette quantité retardée de T-1, T-2 jusqu'à T-P, sauf que cette quantité YT, ce n'est pas une seule variable, mais c'est un ensemble de variables qu'on appelle un vecteur. Donc, il s'agit d'un vecteur de variables. Et ici, en l'occurrence, vous avez, puisqu'il s'agit de cas variables, donc vous avez Y1, Y2, Y3, Y4 jusqu'à la quième variable. Et donc, j'ai un vecteur de variables que je vais expliquer, que je vais régresser sur un vecteur de ces mêmes variables retardées de T-1, retardé de T-2, retardé de T-3 jusqu'au retard T-P. Et donc, je vais avoir K variable avec P retard. Et naturellement, vous aurez cette quantité-là, il ne s'agit plus d'une seule constante comme dans le cadre d'un AR univarié, il s'agit d'un vecteur de constante. Et ici, il ne s'agit pas d'un bruit blanc, mais il s'agit d'un vecteur de bruit blanc, et les quantités A1, A2, A d'ordre P, ce sont les matrices de coefficients, parce qu'il ne s'agit plus de coefficients d'un seul coefficient de corrélation, mais de matrices de coefficients, parce que nous sommes dans un cadre vectoriel. Et donc,
le modèle vecteur autorégressif, c'est juste le passage d'un cadre univarié à une seule variable qui est représentée par un modèle AR, autorégressif d'ordre P, vers un cadre vectoriel qui est représenté par un vecteur de cas variable. Je vais donner un exemple très simple. Je prends l'exemple d'un var à retard 2, donc je vais l'appeler la var 2, qui est composé de 3 variables, ça veut dire k est égal à 3. En l'occurrence, la variable x1, la variable x2, la variable x3, donc il s'agit d'un vecteur de variables que je vais régresser sur ce vecteur retardé d'une période t-1, OK, et sur ce vecteur au retardé de retard, et naturellement, je vais trouver les matrices des coefficients et le vecteur des résidus. Cette expression-là peut être écrite sous forme d'un système d'équations. Et donc, je vais exprimer chaque variable du vecteur, chaque ligne du vecteur. Je vais l'exprimer en fonction des autres variables retardées d'une période et retardées de 2 périodes, etc. Et donc, chaque variable, on va la régresser sur ses propres retards et sur les retards des autres variables avec lesquelles il compose le système, ou il compose le système var ou bien le vecteur de variables. Ainsi, si je prends la première équation, le x1 moins t, donc il y a cette variable retardée d'une période et cette variable retardée de 2 périodes. Puis, la deuxième variable qui appartient au même vecteur de variable x2, retardée d'une période, t-1, et retardée de 2 périodes. Et puis, la troisième variable xt, qui appartient au même vecteur de variable, retardée d'une période t-1 et retardée d'une période de, ça veut dire t-2. Et de même, la deuxième variable va être expliquée par ses propres retards, le retard t-1 et le retard t-2, et puis par les retards des autres variables, ça veut dire x1 et x3, retardés d'une période et de 2. Et enfin, la troisième variable composant ce vecteur de variables va être régressée par rapport à ses propres retards, t-1 et t-2, et par rapport au retard des 2 autres variables. Et donc, si vous voulez, on peut passer d'une écriture matricielle d'un modèle var à une écriture sous forme d'un système d'équations. Et l'idée est simple, c'est au lieu d'exprimer une variable en fonction de ses propres retards, on va exprimer chaque variable du système var en fonction de ses propres retards et des retards des autres variables composant avec elle le système ou bien le vecteur de variables de ce modèle var dont on est en train de parler. Et ici, par exemple, si je prends par exemple un modèle à 2 variables y, x, t en différence première, ça veut dire dans un cadre stationnaire, parce que le modèle var nécessite que les variables sur lesquelles on peut l'appliquer soient de nature stationnaire. Je répète, le modèle var, il peut être estimé sur des variables qui sont stationnaires. Et donc ici, en l'occurrence, s'il s'agit de séries financières qui contiennent des racines unitaires de leur structure, on va les mettre en différence première. Et là, vous voyez que je vais régresser le YT en différence sur ces valeurs retardées, T-1, T-2, T-3 jusqu'à T-P, et sur les autres les valeurs retardées de l'autre variable, le XT en différence, retardé d'une période, de 2 périodes, de 3 périodes jusqu'à P périodes. Et donc, en fait, nous sommes en présence d'un var bivarié. Il y a 2 variables, mais avec un retard P. D'accord? Donc, si vous voulez, dans l'écriture et dans la conception, c'est très simple. Alors maintenant, il faut être en mesure d'implémenter un modèle var à sur OViews. Et comme nous sommes en train de parler de 2 variables, ça va être un modèle var bivarié. Et ça tombe bien parce qu'on vient de dire qu'on ne peut l'implémenter
que sur des variables stationnaires. Nous avons déjà éliminé les racines unitaires du DAX allemand et du CAC 40 et donc on va travailler sur des séries qui sont déjà différenciées, donc stationnaires. Alors, comment ça se passe sur Obvious? Donc, j'ai déjà les variables, en différence première. Je vais les sélectionner toutes les deux. Je clique sur Open et ici, je vais ouvrir ASVAR. Ça veut dire que je vais ouvrir les deux variables sous forme d'un modèle VAR. Et ici, j'aurai une boîte de dialogue. Et donc, il y a plusieurs modèles de VAR, mais moi, je vais choisir le modèle VAR standard. Et ici, vous avez les variables endogènes, ça veut dire la différence première du CAC et la différence première du DAX. Et ici, vous avez les retards qu'on va utiliser, ça veut dire le retard P. Et ici, par défaut, le logiciel Obvious va vous fixer un retard de 2. Et donc, on va cliquer sur OK et on aura un modèle VAR estimé. Or, le retard 2, il a été choisi par défaut. Et l'opérateur qui est en train de faire l'estimation doit absolument choisir le retard de façon optimale. Et donc, nous savons déjà que pour sélectionner le nombre de retards, il faut faire appel à des critères d'information, et en particulier le critère d'Akaï et le critère de Schwarz. D'accord? Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur le VAR qu'on vient d'estimer. Ici, lorsqu'on va cliquer OK, on aura un VAR au-dessus qui est estimé. Et immédiatement, on va cliquer sur View. On va aller sur l'extracteur, ça veut dire la structure de retard. Et ici, on va aller chercher les retards sur la base de critères. Et nous aurons, comment dirais-je, on va fixer un nombre de retards, on va dire 20 jours. Bon, 20 jours pour des données journalières en bourse, ça correspond à un mois. Et puisqu'il y a 7000 et quelques données, donc pourquoi pas aller chercher un retard plus élevé si c'est le modèle qui le sélectionne. Et donc, ici, nous avons notre modèle qui est estimé, le modèle VAR qui est estimé. Et comme je viens de vous dire, le retard qui a été sélectionné ici, par défaut, c'est le 2, mais là, on va lui demander d'aller chercher le retard optimal selon des critères d'information. Et donc, on aura le résultat à la sortie de notre ordinateur. Et donc là, on peut lire VAR Lag Order Selection Criteria, donc la sélection du retard de notre modèle VAR selon des critères. Et là, vous voyez, vous avez les retards ici de 0 jusqu'à 20, parce que nous, on a fixé un retard maximal à 20. Et là, vous avez plusieurs critères. Vous avez le log vraisemblance, vous avez le LR, c'est le test statistique du ratio de vraisemblance qui est modifié. Vous avez le FPE, c'est Final Prediction Error, mais je vous le dis honnêtement, j'ai rarement vu dans les papiers empiriques des personnes utiliser ces trois critères, mais plutôt on se concentre sur les critères d'information. Et même le Anand Quinn n'est pas très largement utilisé. En général, ça se joue entre le critère d'Akaï et le critère de Schwarz. Et donc, au fait, ici, vous avez, j'ai mis un peu de couleur, comme ça vous pouvez voir la différence. Donc, si vous voulez, selon le critère de Schwarz, d'ailleurs, le logiciel automatiquement va vous mettre une étoile pour vous indiquer le retard sélectionné. Et donc, selon le critère de Schwarz, le meilleur retard pour faire l'estimation d'un modèle VAR, c'est le retard 3. Et selon l'ACAIC, c'est le modèle 8. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hier dans la première leçon sur l'analyse multivariée, lorsqu'on a un échantillon de données largement très large, là on a plus de 7000 points, on peut être exigeant et dire, bon, on va sélectionner le nombre de retards selon le nombre de Schwarz. Et 3 retards, c'est déjà beaucoup pour avoir la dynamique parce que, en particulier sur les marchés financiers, l'information se transmet très, très vite. Et donc, 3 jours, c'est déjà un temps largement suffisant pour que l'information reçue sur le DAX soit transmise au CAC ou inversement. Et donc, au fait, ici, on va sélectionner le retard 3 pour estimer notre modèle VAR selon le critère de Schwarz.
Et ici, nous avons l'estimation de ce modèle VAR en retard 3. Et si vous voulez, je vais encore faire de l'écriture en couleur pour qu'on puisse analyser, parce que sur le plan visuel, c'est plus, comment dirais-je, plus reposant. Alors, premièrement, ici, vous vous rappelez tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a des systèmes d'équations. Donc, en particulier, ici, il y a deux variables, ça veut dire qu'il y a deux équations. Et donc, ici, vous avez la première équation, c'est le delta du DAX, le logarithme qu'on peut exprimer sous forme d'une constante et sous forme de ses propres retards. Il y a trois retards, T-1, T-2, T-3, et les trois retards du CAC. Et la deuxième équation de ce système, c'est le CAC en différence première qu'on peut exprimer comme une somme, comme une constante, et puis ses valeurs retardées à lui-même, T-1, T-2, T-3, et les valeurs retardées du DAX. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'au fait, sur Obvious, les testats pour tester la significativité des coefficients, parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont des coefficients de corrélation. Ce qui est entre parenthèses, ce sont les écarts types, et ce qui est entre crochets, ce sont les testats. D'accord? Et donc, si je veux vous donner un exemple, par exemple, le coefficient de corrélation de la différence première du DAX s'élève à 0,098512, et son écart type, c'est 0,02,190. Si je veux calculer le testat, c'est 0,098512 divisé par 0,0290, ça me donne 4,9387,3. Et donc, je vais comparer 1,96 et je vais conclure que le coefficient de corrélation de la différence première du DAX retardé d'une période est significativement différent de zéro. D'accord? De même, le deuxième retard du DAX en valeur absolue, c'est 3,02, supérieur à 1,96. Donc, là, significativement différent de zéro. Et la différence première du DAX retardé de 3 périodes, il a un testat en valeur absolue de 2,48, supérieur à 1,96. Et donc, on voit très bien que les trois retards du DAX sont significatifs, ont des coefficients qui sont significativement différents de zéro. Ça veut dire qu'ils expliquent le comportement de la différence première du CAC, ça veut dire les rendements. Okay? Et donc, lorsque je vais analyser le CAC 40, l'influence des valeurs retardées du CAC 40, des rendements du CAC 40 sur le rendement d'aujourd'hui, on voit bien que pour le retard 3, ce n'est pas significatif parce que 0,04, il est inférieur à 1,96, donc on peut accepter l'hypothèse de nullité de ce coefficient. Ici, 1,33 inférieur à 1,96, on peut aussi accepter la nullité de ce coefficient de la différence première du CAC 40 retardé de 2 périodes. Et ici, pour le CAC 40 en différence première retardée d'une période, on peut accepter parce qu'on a un testat en valeur absolue 4,15 qui est supérieur à 1,96. Et donc, on voit très bien que les trois valeurs retardées du DAX sont corrélées et donc expliquent le comportement des rendements du CAC 40, alors que le CAC 40 lui-même en différence première n'explique sa valeur d'aujourd'hui que la valeur d'hier à T-1. Il n'y a que T-1 qui agit, alors que T-2 et T-3 n'a aucun impact sur le CAC d'aujourd'hui. Et si je veux voir de l'autre côté du DAX, on voit très bien que le CAC 40, quasiment, il n'a pas d'influence, il n'a pas d'impact sur le DAX, parce que lorsque vous voyez ici les testats, ils sont strictement inférieurs à 1,96 et que le DAX, le rendement du DAX n'est impacté que par ses valeurs passées, il n'est pas impacté par les valeurs retardées des rendements du CAC 40, et alors que le CAC 40, il est très fortement dépendant des différences des rendements du DAX. Et donc, on peut conclure que les rendements du CAC 40, comme notre DL-CAC, ils dépendent des valeurs passées du DL-DAX. Et donc, chaque choc subi par le DAX est transmis au CAC 40. Les valeurs passées, par contre, du
la différence première du CAC n'ont aucun impact sur la différence première du DAX. Et donc, si vous voulez, cette notion-là que des valeurs retardées d'une variable expliquent une autre variable, c'est le concept de causalité de Granger. Et en fait, la causalité de Granger veut dire tout simplement qu'une variable xt cause au sens de Granger une autre variable yt si les variables passées de xt, ça veut dire xt-1, xt-2, xt-3, permettent l'amélioration de la prévision de yt, tout simplement. Et c'est le cas ici, parce que les valeurs passées du DAX peuvent non seulement expliquer les valeurs actuelles du rendement du CAC 40, mais peuvent éventuellement en améliorer la prévision. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on parle de la causalité de Granger, c'est d'abord amélioration de l'information d'une variable permet d'améliorer la prévision d'une autre variable. Et donc, il y a la notion d'antériorité temporelle. Il y a une variable qui est une variable qui a le leadership sur une autre variable. Et donc, c'est elle, il y a une avance, si vous voulez, il est toujours en avance sur l'autre. Et donc, s'il y a une avance, s'il y a une antériorité temporelle, c'est qu'en utilisant l'information de ces valeurs passées, on peut prévoir les valeurs futures d'une autre variable avec laquelle il constitue un système var. Et donc, naturellement, Granger, en ayant cette intuition, a développé un test statistique. Et ce test statistique, il va permettre de confirmer ou d'infirmer la présence de causalité entre deux variables quelconques, x et t. Alors, c'est quoi les fondements de ce test de causalité au sens de Granger qui est largement utilisé dans les études empiriques? Donc, on va prendre l'exemple de deux séries temporelles stationnaires. Bon, là, on vient de voir les rendements du CAC 40 et le rendement du DAX, mais on peut imaginer d'autres séries temporelles. L'important, c'est qu'ils soient stationnaires parce que le test de causalité de Granger, il est basé sur l'estimation d'un modèle VAR. Donc, d'abord, on estime le VAR et à partir de là, on va sélectionner le retard qu'on a utilisé pour l'estimation et c'est ce retard-là qu'on va utiliser pour tester ce retard-là pour estimer le modèle VAR et c'est ce modèle VAR qu'on va utiliser pour construire le test de causalité de Granger. Et donc ici, si vous voulez, vous avez la variable xt qu'on va régresser par rapport à ses valeurs passées et par rapport aux valeurs passées d'une autre variable avec laquelle il compose le modèle var bivarié. De même, la variable yt, il va dépendre de ses propres retards et des retards d'une autre variable xt. Et donc, vous avez lorsque J égale à 1, ça veut dire ici, vous avez YT-1, YT-2, YT-3, T jusqu'à N. Et ici, dans la deuxième équation, lorsque J égale à 1, vous avez XT-1, XT-2, XT-3 jusqu'à T-S. Et je vous le dis maintenant, en général, le M et le N et le R et le S, c'est le même retard. En général, c'est le même retard qu'on va utiliser pour toutes les variables. Et donc, si vous voulez, cette régression, c'est un modèle VAR à deux bivariés entre deux variables stationnaires. Alors, Granger, il dit si xt cause y, ça veut dire tout simplement que ces paramètres, l'hypothèse de la nullité de D1, D2, D3, D4 jusqu'à DS, ils sont nuls. La nullité des paramètres, ça veut dire au fait, la variable, les valeurs retardées de xt n'interviennent pas dans l'explication des valeurs prises par YT. Et donc, si cette hypothèse-là est rejetée, il est rejeté cette hypothèse, ça veut dire que ces paramètres-là sont significativement différents de 0. Et s'ils sont significativement différents de 0, ça veut dire que les valeurs retardées de xt permettent de prévoir les valeurs futures de YT, et donc c'est la notion de causalité. De même, ici, si je dis que YT ne cause pas cause X, il suffit de tester la nullité globale de tous ces paramètres. Et donc, si on arrive à accepter l'hypothèse nulle, il n'y a pas de causalité,
Et si on arrive à rejeter, ça veut dire qu'il y a causalité. Et d'ailleurs, l'hypothèse nulle de Granger, il dit X ne cause pas au sens de Granger YT et YT ne cause pas au sens de Granger XT. Et naturellement, comme il s'agit d'un test de nullité globale de paramètres, c'est le test, un test de Fisher. Le test de significativité globale de paramètres, c'est le test de Fisher. Ça veut dire qu'on va faire D1 égale à D2, D3, D4, D5 jusqu'à DS égale à 0. Donc ça, c'est notre cas. Si on accepte l'hypothèse, il n'y a pas de causalité. Si H0 de nullité, l'hypothèse de nullité de paramètres est rejetée, il y a causalité. Alors, on va essayer de le mettre en œuvre sur l'implémenter sur OViews. Donc, on va sélectionner les deux variables en différence première. Ici, on va faire un clic droit et on va faire Open. Et cette fois, on ne va pas Open as a var, on va faire Open as a group. Et ici, on va cliquer sur View. Et en bas, on va voir qu'il y a apparition d'un terme qu'on appelle Granger causalité. Et donc, lorsque je clique sur Granger causalité, le logiciel va me demander le retard. Et naturellement, je vais mettre le retard 3 parce que c'est le retard que nous avons utilisé pour estimer le modèle var entre les deux variables et qui a été sélectionné selon le critère de Schwarz. Et donc, si vous voulez, le résultat de l'estimation est dans cette table. Et donc, le résultat s'appelle pairwise. Ça veut dire c'est une paire, ça veut dire c'est une causalité entre deux variables. Pairwise Granger Causality Test. Le retard que nous avons utilisé, c'est 3. Et ici, nous avons les hypothèses nulles. Et ici, nous avons les valeurs de la statistique F parce que c'est un test de nullité globale, donc c'est un test de Fisher. Alors, comme on a dit tout à l'heure, l'hypothèse nulle, c'est le DAX doesn't Granger cause la différence première du DAX ne cause pas au sens de Granger la différence première du CAC. Ça veut dire les rendements du DAX ne causent pas le rendement du CAC. Et l'autre hypothèse, c'est les rendements du CAC ne causent pas les rendements du DAX. Alors, la règle de décision, là, on a les hypothèses nulles. Nous avons les statistiques de test, il nous faut la règle de décision. La règle de décision est la suivante. Nous avons ici des probabilités associées au test, aux hypothèses nulles. Donc, si la probabilité est inférieure au niveau de confiance qu'on choisit en général, qui s'élève à 5%, ça veut dire 0,05, ben dans ce cas, l'hypothèse nulle est rejetée. Et lorsque l'hypothèse nulle est rejetée, ça veut dire l'inverse est vrai, ça veut dire H1. Et H1, c'est quoi? C'est l'existence des causalités. Par contre, lorsque les probabilités sont supérieures à 0,05, ça veut dire on va accepter l'hypothèse nulle, ça veut dire absence de causalité. Et donc, si je reviens dans notre cas ici, dans la première ligne qui correspond à une causalité allant du rendement du DAX vers le rendement du CAC 40, on voit bien que la probabilité s'élève à 5, 10 puissance moins 8. Il est largement inférieur à la valeur de 0, à la probabilité 0,05. Et donc, on peut dire que l'hypothèse nulle, qui est le DAX, le rendement du DAX ne cause pas le rendement, au sens de Granger, le rendement du CAC, cette hypothèse, il est rejetée. Et donc, s'il est rejeté, ça veut dire que c'est l'hypothèse alternative qui est acceptée. Ça veut dire qu'il y a existence d'une causalité au sens de Granger allant du DAX vers le CAC 40 que nous avons schématisé par cette flèche-là. Par contre, dans la deuxième ligne, on voit très bien que la probabilité s'élève à 0,17, il est supérieur à 0,05 et par conséquent, l'hypothèse selon laquelle le rendement du CAC 40 ne cause pas au sens de Granger le rendement du DAX, cette hypothèse, elle est acceptée. Et donc, si elle est acceptée, ça veut dire qu'il n'y a pas de causalité. Et donc, on vient de montrer, selon le test de causalité de Granger, qu'il y a bien une causalité allant, il y a une direction de cette causalité, il va des rendements du DAX allemand vers les rendements du CAC 40. Et c'est ce qui a été déjà montré par l'estimation du modèle VAR qu'on a cité précédemment. Donc, si vous voulez, une fois avoir fait cela, donc, nous avons éliminé la non-stationnarité et on travaille sur des séries stationnaires
ça veut dire une différence première. 2, nous avons estimé le modèle VAR après en avoir sélectionné le retard selon le critère de Schwarz. C'est un modèle VAR à 2 variables, à 3 retards. 3, on a estimé la causalité de Granger et on vient de conclure qu'il s'agit il y a une causalité allant des rendements du DAX vers le rendement du CAC 40, mais il y a d'autres instruments qu'on peut rajouter pour confirmer les résultats que nous venons de trouver. Alors, le premier instrument qui est largement utilisé dans les études empiriques, c'est ce qu'on appelle les fonctions de réponse impulsionnelle. Bon, déjà, impulsion, ça veut dire choc, et c'est la réponse au choc, quoi. Donc, il y a le choc d'une variable X va avoir un impact sur une variable Y, et donc la variable Y va répondre, et cette réponse, est-ce qu'on peut capter cette réponse et la modéliser, et c'est l'objectif de la fonction de réponse impulsionnelle. L'idée est la suivante, ça veut dire on va prendre un choc quelconque, un choc aléatoire, qui va s'abattre sur une variable I du système que nous sommes en train d'analyser. Ce choc-là, il peut avoir un impact non seulement sur cette variable, mais également, il va se transmettre aux autres variables du système à travers la structure dynamique du modèle VAR. Donc, le modèle VAR, comme c'est un système d'équations avec des retards, le choc sur une variable X va se transmettre à une variable Y, peut-être à une troisième variable Z, peut-être à une quatrième variable T, et un peu plus si le système VAR contient plus de variables. Donc, ces fonctions de réponse impulsionnelle vont être traduites sous forme graphique, et ce graphique-là, cette figure, cette représentation graphique va mettre en évidence la réponse des variables au choc, mais cette réponse va avoir lieu entre T et T plus H. Ça veut dire sur les valeurs courantes, actuelles, contemporaines, à l'instant T, et T plus 1, T plus 2, T plus 3, T plus 4 jusqu'à T plus H. Ça veut dire c'est les valeurs futures. Et donc, c'est à nous, c'est à l'opérateur, c'est à nous de choisir l'horizon H. Et je vous le dis que le obvious, par défaut, toujours, il va choisir un horizon de 10, des périodes futures. Bon, pardon. Donc ici, comment on peut mettre en œuvre les impulsions, les fonctions de réponse impulsionnelle? Donc, on va estimer un modèle VAR comme tout à l'heure, le modèle VAR avec 3 retards. On va venir ici, on clique sur View, et après, on va avoir apparaître Impulse Response, on va cliquer dessus, et lorsqu'on clique dessus, on aura une boîte de dialogue qui va apparaître. Donc ici, vous avez les impulses, ça veut dire les chocs vont être subis soit par le DAX, le rendement du DAX, le CAC 40, et on va voir les réponses de ces mêmes variables. Et comme je viens de vous dire, le H, l'horizon temporel futur sur lesquels on va observer cette réponse au choc, par défaut, le logiciel, il va choisir 10. Et ici, on aurait pu choisir d'autres méthodes, mais bon, au départ, on va choisir la méthode asymptotique, c'est la méthode par défaut qui est sélectionnée par le logiciel. Et comment on va définir l'impulsion? On va sélectionner le Cholesky. Je ne vais pas rentrer trop dans les mathématiques, mais ça nous permet de capter la réponse avec beaucoup de précision. Alors, si vous voulez, la réponse est celle-ci. Donc, j'aurais pu choisir les tables, ça veut dire des tableaux. J'aurais pu choisir multiple graphes, mais ici, j'ai fait le choix de vous montrer combien de graphes. Ça veut dire sur le même graphique, on va avoir les impacts des chocs, du choc d'une variable sur les deux variables. En l'occurrence ici, vous avez la réponse des rendements du DAX aux innovations, aux chocs qui ont été subis par le DAX. Donc, en fait, lorsqu'il y a un choc sur le DAX ici, la première période, T plus 1, vous voyez que le DAX il est impacté par les chocs qu'il reçoit. C'est logique parce que
Pardon, parce que chaque variable est impactée par les chocs qu'il a reçus hier. Et donc, le choc ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il ne va pas être absorbé de façon instantanée. Par contre, si jamais il y a un choc sur le CAC 40, ben vous voyez que c'est plat, il n'y a aucun impact. Il n'y a aucun impact. Ça veut dire, au fait, les chocs enregistrés sur le CAC 40 n'ont aucune influence sur les rendements du DAX. Par conséquent, le DAX n'est pas impacté par les… Donc, ça confirme le résultat que nous avons trouvé sur la causalité de Granger. Ici, par contre, lorsqu'on va voir le CAC 40, il va avoir des chocs, les chocs sur le CAC 40. C'est logique, comme le DAX, il va dépendre des chocs qu'il a subis, c'est logique, mais surtout, il va répondre de façon positive et de façon très forte aux chocs que le rendement du DAX a subi. Et donc ici, vous avez un choc, le bleu, la courbe bleue, le choc, la réaction au choc subie par le DAX allemand est beaucoup plus forte que la réaction subie par le CAC lui-même, par les rendements du CAC. Et donc, au départ, il est positif et au début, après 2 périodes, il s'annule. Et vous voyez qu'il va passer en territoire négatif pour la période 3 et 4, ça veut dire T plus 3, T plus 4. Et à partir de la 5e période, il va s'annuler. Et donc, au fait, on voit très bien qu'on peut conclure que le rendement du DAX n'est absolument pas impacté par les chocs subis par les rendements du CAC, alors que les rendements du CAC sont fortement impactés par les chocs subis par les rendements du DAX. Donc, c'est une confirmation de la causalité de Granger. Il y a une autre extension aussi qui est largement utilisée dans les études empiriques, ce qu'on appelle la décomposition de la variance de l'erreur de prévision. Alors, soit un modèle VAR a plusieurs variables, 2 variables, 3, 4, 5, 6, etc. Peu importe, parce que c'est un modèle qui peut prendre beaucoup de variables pour expliquer un phénomène économique donné. En quoi consiste la décomposition de la variance, de l'erreur de prévision? Tout simplement, il s'agit tout simplement de déterminer le pourcentage de la variance de cette erreur qui est expliquée par un choc subi par une variable I du système. Donc, il y a une variable I qui va subir un choc. Ce choc, il va provoquer une variance, une augmentation une volatilité, si vous voulez, ou une variance de l'erreur de prévision. Mais quel est le pourcentage à quelle hauteur? Est-ce que c'est à 10%, à 20%, à 30%, etc. Et donc, vous avez la variance de l'erreur de prévision qui représente 100%, et chaque variable I du système de ce modèle VAR va apporter une contribution pour expliquer cette variance, tout simplement. Donc, il y a une variable qui peut expliquer 30%, une autre qui va expliquer 20%, une autre qui va expliquer 15%, une autre qui va expliquer 50%. Et donc, plus une variable est capable, plus le choc subi par une variable est capable d'expliquer un pourcentage élevé, plus il y a, si vous voulez, un rôle de leadership de cette variable. OK? Et donc ici, comment on va le mettre en œuvre? Donc, on va aller sur le modèle VAR que nous avons estimé tout à l'heure. On va cliquer sur View, puis on va cliquer sur Variance Decomposition. On a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Et là aussi, si les périodes, c'est 10 par défaut, ça veut dire parce que ce sont des valeurs futures, T plus 1, T plus 2, T plus 3, T plus 4. Par défaut, on va choisir comme méthode de factorisation Cholesky décomposition. Je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques. Enfin, le modèle, il est installé. Les logiciels sont là pour répondre à cela. Il faut avoir le côté opérationnel. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec les résultats qui ont été largement testés dans la littérature empirique. Et donc, en fait, ici, vous allez cliquer sur OK.
Et donc, vous aurez ce tableau. Et donc, comme je viens de dire, si vous prenez la décomposition de la variance des rendements du DAX, vous avez les périodes de 1 jusqu'à 10. Et donc, vous voyez qu'à la période 1, il y a 100, à la période 5, il y a 99, 93, et à la période 10, il y a à peu près 99, 93, c'est à peu près 100%. Ça veut dire, au fait, 100%, au bout de 10 périodes, 100% de la variance du rendement du CAC 40 est expliqué par les rendements du CAC 40, alors que le rendement du CAC, à t égale à 1, il explique 0,000 et à 10 périodes, il explique 0,006. Donc, faiblement faible, c'est infinitésimal. Et donc, on peut dire que le rendement du CAC 40 n'explique rien, quasiment 0% de la variance du rendement du CAC 40. D'accord? Et par contre, lorsque je vais essayer d'analyser, d'effectuer la décomposition de la variance des rendements du CAC 40, je vais m'apercevoir que le CAC 40 lui-même, à t égale à 1, il explique 26% de cette variance et qu'au bout de 10 périodes, il explique toujours 26%. On a un manque à gagner pour avoir les 100% de la variance. Et bien, ce manque, il est comblé par les rendements du DAX. Et on voit très bien qu'à la période t égale à 1, le DAX explique 73,85 et au bout de 2 périodes, il explique toujours 73,79. Donc, je dirais que le DAX, il explique la variance du DAX toute seule, il explique environ 74% de la variance du CAC, alors que le CAC n'explique que 26%. Et d'ailleurs, ici, si j'utilise les stacks de graphes, si je clique ici sur stack de graphes, je vais avoir ces figures qui sont beaucoup plus comment dirais-je, plus pertinentes pour analyser le comportement de cette variance. Donc, vous voyez très bien que la variance du DAX à 100% est expliquée par les rendements du DAX au bout de 10 périodes, alors que celle du CAC 40, elle est majoritairement à 74%, en majorité expliquée par la variance du DAX. Et donc, si je veux conclure cette leçon sur le modèle VAR avec ses extensions causalité de Granger, fonction de réponse impulsionnelle et décomposition de la variance de l'erreur de prévision, je dirais qu'on a commencé par effectuer une estimation d'un modèle VAR à 2 variables et à 3 retards. Ce sont les CAC 40 et le DAX. Et naturellement, comme le modèle VAR est basé sur l'hypothèse de stationnarité, nous avons travaillé sur les différences premières, mais on peut conclure, on a 3 conclusions fondamentales. La première, c'est qu'on a mis en évidence la présence d'une causalité au sens de Granger qui va du rendement du DAX vers le rendement du CAC 40. La deuxième conclusion, c'est que l'existence de la relation de causalité et de sa direction, ça veut dire il va du rendement du DAX vers le rendement du CAC 40, sont confirmés par la fonction de réponse impulsionnelle. Ça veut dire que le rendement du CAC 40, il répond au choc du CAC 40, alors que le DAX, au fait, le rendement du CAC 40, il répond au choc des rendements du DAX, alors que le rendement du DAX n'est pas impacté par les chocs sur le CAC. Et ce résultat est également confirmé par la contribution de chaque indice à la variance de l'erreur de prévision de l'autre indice. Et on a vu que le rendement du DAX, il explique 73% après 10 jours de la variance de l'erreur de prévision du rendement du CAC 40, alors que le rendement du CAC 40 explique 0% de cette variance de l'erreur. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine séance. À bientôt. Merci de votre attention.